Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Adrien Moulard. Adrien est hypnologue. Son champ d'application de l'hypnose est très large. En cabinet, où il reçoit en tant qu'hypnothérapeute. En entreprise, dans des sessions de coaching, mais aussi de façon plus surprenante, dans des salles de yoga ou des bars, où il s'amuse à créer des expériences hypnotiques fascinantes. En effet, que ce soit pour se relier à son corps, en proposant des séances de yoga sous hypnose, ou bien de concerts avec un œnologue en dégustant une coupe de champagne, il amène les participants vers une présence à soi, rendant ces moments magiques. Grâce à cet outil, il guide les participants pour leur faire vivre un rêve éveillé, dans lequel les bulles de champagne ou les pauses de yoga auront une saveur toute particulière et inédite d'une pratique ou une dégustation plus habituelle. Il nous parle aussi de l'auto-hypnose et comment il a vu en cette technique une possibilité d'avoir à disposition un manuel de lecture du cerveau. Curieux, d'une créativité débordante et touche à tout, cet hypnologue talentueux sait rendre accessible l'hypnose à tout un chacun, que ce soit pour décupler les explosions sensorielles de notre vie de tous les jours ou pour aider à reprogrammer ses comportements. Des projets plein la tête, il nous tarde de les voir se concrétiser. Mais en attendant, servez-vous une coupe de champagne ou une tasse de thé et laissez-vous hypnotiser par les paroles d'Adrien. Vous y décelerez des saveurs inédites. Bonjour Adrien, je vous reçois, vous êtes hypnothérapeute, maître praticien en hypnose ericksonienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Ouais, tout à fait. Déjà, merci beaucoup de me recevoir et de m'interviewer. Donc moi, j'ai commencé mon parcours de manière un peu classique, entre guillemets, hors de l'hypnose, puisque je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Alors, j'ai fait une prépa, une école de commerce, et puis j'ai commencé à travailler dans le conseil en entreprise. Donc, j'aidais des entreprises à s'organiser, se réorganiser. Et puis, au bout de quelques années, ça m'a un peu fatigué. Je ne me suis pas projeté dans ce métier-là. Et j'ai décidé de partir, mais je savais pas ce que je voulais faire et j'ai eu l'impression que j'avais jamais vraiment su ce que je voulais faire dans ma vie. Et ce jour-là, j'ai l'impression que je me suis un peu auto-hypnotisé puisque j'ai eu une forte émotion qui m'a dit mais il y en a marre de ne pas savoir ce que tu veux faire dans ta vie. Et quelques mois plus tard, j'étais en train de faire la fête au Nouvel An et j'ai eu cette idée de génie. Je me suis dit que j'allais faire un voyage autour du monde pour trouver ce que je voulais faire de ma vie. Et puis au pire, si je trouvais pas, j'apprendrais l'espagnol parce que j'ai fait de l'allemand moi au lycée. Et finalement, il m'a fallu plus d'1 an pour partir parce que je bossais pour une toute petite entreprise. Et au bout de 6 mois, j'ai rencontré un vieil ami du lycée qui était devenu magicien et qui, en apprenant la magie, avait aussi appris l'hypnose. Et ce soir-là, il m'a un peu hypnotisé dans un bar, pas de manière formelle, mais dans la conversation. Et moi, il m'a fait avoir une expérience assez forte. Et du coup, j'ai découvert l'hypnose ce soir-là et j'ai su un peu instantanément que c'était ce que j'allais faire de ma vie. Donc, je suis quand même parti en voyage. Je me suis formé en autodidacte. Je me suis mis à pratiquer en français, en anglais et en espagnol. Et puis, en rentrant à Paris, je me suis formé dans une des écoles parisiennes avant de me lancer. Et depuis, j'ai, entre guillemets, recombiné mon premier métier avec cette passion, puisque en plus de recevoir les gens en cabinet, maintenant, je fais également des formations en entreprise où j'adapte les outils de l'hypnose, qui est fondamentalement une science de la communication, aux enjeux des entreprises. Et enfin, pour finir la présentation rapide, comme je suis assez créatif, je crée des expériences hypnotiques où on va marier la puissance de l'hypnose avec d'autres pratiques. Et principalement, ça fait 3 ans que j'ai lancé des sessions de yoga sous hypnose. Donc l'idée, c'est d'utiliser des techniques d'hypnose ou d'auto-hypnose pour se mettre dans l'état mental, émotionnel et physique optimal pour pouvoir profiter au maximum du cours de yoga. Et puis plus récemment, ça fait 1 an que j'ai lancé avec une œnologue des dégustations de vin amplifiées par l'hypnose. Et là, l'idée, ça va être également, grâce à ces techniques, de se mettre dans un état de présence, de concentration, d'absorption exacerbée, où on va avoir aussi la sensorialité qui est plus ouverte,
Le pitch, c'est un peu imaginer que vous faites un rêve, et dans ce rêve, vous êtes un animal qui a un super odorat, et puis en vous baladant dans votre rêve, vous tombez sur un verre de vin, et là, vous pouvez vraiment avoir beaucoup plus d'informations sensorielles que si jamais vous étiez un être humain normal, entre guillemets. Et donc l'idée, c'est de faire un beau voyage dans la sensorialité et aussi dans les terroirs, puisque c'est un peu comme dans un rêve, on se balade et on va déguster le vin de manière différente. Et effectivement, comme vous le disiez, je lance, là on a le lundi 17 prochain, la toute première session de dégustation de champagne amplifié par l'hypnose, où là on va s'amuser particulièrement, puisque c'est vrai que souvent les gens apprécient le champagne, mais on est rarement, entre guillemets, équipé pour bien déguster le champagne. Donc là, l'idée, ça va être de se donner des clés de dégustation du champagne, et puis de se mettre dans un état optimal pour pouvoir vraiment profiter au maximum de la dégustation. Voilà, en quelques minutes, un peu mon parcours. D'accord, donc du coup, vous utilisez vraiment l'hypnose sous toutes ses formes et dans des domaines vraiment variés. Et ce que j'avais envie sur le quoi j'avais envie un petit peu de revenir, c'est sur votre parcours. Ça n'a pas été trop difficile de quitter un emploi plutôt traditionnel pour sauter dans l'inconnu vers le métier d'hypnothérapeute, qui est quand même pas encore très très répandu. Ça s'est fait facilement cette transition? Oui, alors c'est vrai que quand je l'ai fait, ça m'a paru évident. Avec le recul, je me rends compte aussi que je l'ai fait à une époque où j'avais aucune pression financière. J'avais un peu d'argent sur mon compte en banque, pas de famille à charge, voire même au contraire des parents qui étaient plutôt en soutien. Donc avec le recul, je pense que ces éléments-là ont permis que ça se fasse très facilement et naturellement. Dans d'autres conditions, je pense que ça aurait mérité un peu plus de réflexion. D'accord. Et c'est quoi les projets qui vous sont chers? Maintenant, vous avez des explorations que vous préférez faire, plus avec la créativité ou plus dans le coaching? Bah, je suis un peu hyperactif, le mot est pas juste parce que c'est un diagnostic médical, mais en tout cas, je suis très actif, et donc je suis un peu toujours en train de développer plusieurs choses en même temps. Donc là, toutes les activités que je vous ai décrites sont en plein développement. Le cabinet, ça commence à être quelque chose de plus habituel. L'activité en entreprise, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, parce que bah, déjà, c'est assez enthousiasmant à faire de voir des professionnels qui ont rarement, je dirais, la connaissance de la communication telle qu'on la voit en hypnose, et comment ils peuvent l'appliquer à leur vie professionnelle. Donc ça, c'est vrai que c'est particulièrement stimulant. Euh, Ces deux facettes, l'hypnothérapie et l'accompagnement en entreprise, ont une limite, entre guillemets, en termes de pratique, c'est que c'est très exigeant. C'est vraiment très engageant, ça nécessite d'être très présent. Et donc en ce sens, c'est vrai que le développement des expériences hypnotiques qui ont une dimension plus ludique est en ce moment un peu mon dada. Mais je suis ravi de pouvoir faire les trois. Et puis, pour vous dire, en termes de créativité, j'ai passé une partie de la nuit à finaliser l'écriture d'un spectacle d'hypnose, parce que j'en pouvais plus, en fait, de voir des spectacles d'hypnose ridicules et tournant les gens en ridicule, présentant l'hypnose sous un visage qui, en fait, n'est pas juste, et du coup, donnant l'impression que l'hypnotiseur aurait tous les pouvoirs pour donc tourner les gens en ridicule pour faire rire le public. Je crois qu'en fait, on peut faire un spectacle d'hypnose à des gens qui soit rigolo pour les gens dans la salle, mais qui soit aussi enrichissant pour les gens sur scène. Donc voilà, en ce moment, je suis en train de travailler à ça. D'accord, bah, c'est un beau projet. Et enfin, je suis professeure de yoga et c'est un petit peu le thème qui m'est cher. Et vous proposez des cours de yoga sous hypnose. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cela? Vous êtes accompagné par un professeur de yoga ou pratiquez vous-même le yoga? Oui, effectivement, je propose des sessions de yoga amplifiées par l'hypnose, et donc je me suis associé à une professeure de yoga, parce que moi-même je pratique juste modestement le yoga, et encore pas énormément. Mais donc je travaille avec une professeure de yin yoga, donc par opposition au yang, qui est un yoga qui va être plus dans l'effort musculaire. Là, on est dans un yoga très doux, avec des postures qui sont pas debout, plutôt assises ou allongées, et on propose une mise en hypnose pour pouvoir effectivement permettre de calmer le mental et de se mettre dans un état mental, émotionnel optimal pour pouvoir bien profiter du cours de yoga. Parce qu'on s'est rendu compte que le yoga, quand c'est entre guillemets bien fait, ça peut avoir tendance à nous mettre dans un état presque hypnotique, comme une forme d'absorption dans les sensations, une absorption dans l'expérience. Et d'ailleurs,
de ce que j'en ai compris, le yoga physique a vocation à nous préparer à un yoga plus mental, une forme de méditation. Et donc, on va combiner les deux en commençant d'abord par une espèce de méditation en auto-hypnose qui permet donc de poser le mental et puis d'entrer en relation avec le corps de manière hypnotique, de sorte à ce que on soit dans une espèce de fluidité et qu'on soit moins dans l'effort, mais plus dans le laisser faire, dans le laisser venir. Avec une autre dimension. C'est vrai que c'est une des difficultés, mais une des richesses de l'hypnose aussi, c'est elle est plutôt polymorphe, c'est-à-dire qu'en fonction des gens, sur une même proposition, différentes personnes vont vivre une expérience différente. Et donc, il y a un extrême d'expérience du yoga qui va être dans une extrême présence au corps, une extrême absorption à la pratique du yoga. Et puis, l'autre extrême va être une dimension plus onirique, comme si on peut faire un voyage physique et mental dans différents mondes avec différents acteurs, etc. Donc voilà, les gens ont toute la liberté de surfer entre quelque chose de très présent au corps et quelque chose de plus onirique pour cette expérience du yoga sous hypnose. D'accord. Et c'est en groupe, en petit groupe ou en individuel? Oui, Ça... on fait ça en petits groupes. La salle dans laquelle on pratique peut recevoir jusqu'à 12 personnes. Dans une salle précédente, on faisait des groupes jusqu'à 20 personnes. Le but aussi, c'est de faire des groupes qui soient relativement modestes, même si on est en train de travailler pour voir si on peut peut-être participer à des festivals de yoga, faire quelque chose de plus grande envergure. Mais à ce stade, pour les ateliers qu'on organise, le but, c'est aussi de pouvoir faire quelque chose de le plus sur mesure possible. Et moi, quand j'anime, en fait, je me balade entre les tapis et je connecte, je dirais, avec les uns et les autres pour pouvoir effectivement, en plus du guidage général, faire des propositions personnalisées. D'accord. Et je reviens aussi par rapport à vos expériences hypnotiques. Donc, il y a le yoga le dégustation de champagne sous hypnose. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ça aussi Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors ça, c'est mon dada, puisque c'est ce que j'ai lancé récemment. Ça fait un an qu'on a lancé cette combinaison de la dégustation et de l'hypnose. Et ce qui est très touchant, c'est que ce soit des néophytes en dégustation comme des gens plus expérimentés, on a eu vraiment des retours très, très intéressants. euh, Assez homogène, où effectivement l'idée va donc d'avoir un petit cours d'œnologie pour que tout le monde soit, je dirais, au niveau. Et donc là, pour le champagne, on va avoir un cours particulier de dégustation du champagne. Donc comme je me suis associé à une œnologue, je peux pas vraiment rentrer dans le détail puisque c'est elle qui est un peu en charge de la partie dégustation, évidemment. Mais ça va être des clés de dégustation pour mieux voir le champagne, pour mieux le déguster, ses saveurs, pour mieux le sentir aussi, de sorte effectivement à avoir effectivement des grilles de lecture qui vont permettre de mieux connaître le champagne, les spécificités de ce vin, pour pouvoir mieux en profiter. Et puis, une fois qu'on a vu un peu cette dimension technique, on utilise des techniques d'auto-hypnose qui vont permettre là encore, de se poser, de ralentir un peu les rythmes pour se mettre dans un état d'esprit, un état de conscience plus propice à une absorption. Donc, c'est vrai que les gens ont souvent décrit ça comme si, vous savez, dans les dégustations normales, on peut être un peu perturbé, on peut un peu penser à d'autres choses, on peut même parfois, on a eu ce retour, déguster un peu comme on s'attend à ce c'est pas très bien formulé, déguster de la manière à laquelle on s'attend qu'on devrait déguster. Au lieu d'être vraiment Hmm. dans l'expérience, on fait ce qu'on s'attend que les gens attendent de nous. C'est pas une très belle phrase française, mais c'est l'idée. Et donc là, au contraire, on est vraiment dans sa bulle, dans son expérience pour soi. Il y a même une personne qui nous a dit un jour, c'était très touchant. En fait, le deuxième vin, je l'ai pas aimé. Et je l'ai Hmm. tellement pas aimé que je me suis autorisé à ne pas le boire. Et il nous a dit, ça c'était extraordinaire parce que dans une dégustation normale, il aurait, je pense même pas eu l'idée qu'il aurait pu ne pas le boire. Donc il y a une vraie dimension de reconnexion à soi, d'être à l'écoute de soi et d'être dans le respect de soi au maximum. Et voilà, cette concentration, cette absorption que je vous disais, permet aussi parfois d'avoir les sens qui se libèrent, un peu de manière onirique aussi. Hein, si jamais on imagine qu'on a accès à d'autres potentialités dans un rêve, on peut vraiment vivre des expériences très fortes. Et un des bars avec lesquels on s'est associé pour proposer ces événements, avait le chef, le patron du bar qui était là pour une des sessions. Et donc, on a dégusté des vins que lui connaissait très bien.
Et il nous a dit que c'était étonnant parce que en hypnose, il a eu l'impression vraiment de les redécouvrir, vraiment de les déguster différemment, alors qu'il nous a dit, pourtant, c'est des vins que j'ai bu des dizaines de fois. Et donc, il y a vraiment une richesse dans le vin qui va permettre, en fonction de comment on entre en contact avec lui, de vivre des expériences différentes. Et le but, c'est vraiment de plus être dans quelque chose d'automatique, mais d'aller vraiment dans plus comme à la rencontre d'un vin, dans une forme de rencontre émotionnelle. Ça peut être comme si le vin pouvait carrément avoir une apparence, évidemment, ce qu'on voit en premier, mais aussi une personnalité qu'on va peut-être apprendre à découvrir au fur et à mesure de la dégustation. Et donc, on peut vraiment développer une vraie relation avec un vin. Et donc, voilà, on est en train de démultiplier les possibilités de connexion et de dégustation. D'accord. Et vous utilisez régulièrement l'auto-hypnose? Enfin, j'imagine que oui, mais peut-être lorsque vous mangez, enfin, justement pour vous apprendre à développer tous ces sens, c'est une pratique que vous faites régulièrement? Ouais, tout à fait. Alors, ce qui me semble très important par rapport à la pratique de l'auto-hypnose, c'est de pouvoir en parler avec un peu de finesse parce que, en fait, pour moi, il y a un peu trois dimensions à l'auto-hypnose et d'habitude, je le fais avec des gestes. Alors, j'espère que ce sera suffisamment clair, même juste au niveau audio. La première et la plus fondamentale, c'est un peu, je dirais, c'est nos habitudes, c'est nos automatismes, un peu notre personnalité. Vous savez, les Mhm. gens disent, je suis ce genre de personne, moi, je suis quelqu'un qui fait ça ou qui ne fait pas ça. Et en fait, cette histoire qu'on se raconte, cette auto-hypnose de nous sur nous, quelque part nous détermine, nous conditionne. Donc ça, pour moi, c'est la première dimension. Et en ce sens, on fait tous de l'auto-hypnose au quotidien dans notre manière de nous conditionner. La plupart de ces conditionnements sont positifs. Si jamais on est en train d'avoir cette conversation, c'est qu'il y a plein de conditionnements qui fonctionnent bien. Et puis parfois, il y a des conditionnements qui nous limitent un peu. Donc ça, c'est la première dimension. La seconde, c'est qu'on peut voir l'auto-hypnose comme un état ou une famille d'états. Parce qu'on peut voir que c'est plutôt polymorphe, ça peut être changeant. Et en fait, on a démontré que cet état d'hypnose ou cette famille d'états d'hypnose sont des états propices pour se reprogrammer, pour se mettre à jour. Je recommande la lecture d'un livre qui s'appelle Human Givens. Malheureusement, il n'a pas été traduit en français. Mais en fait, ils expliquent que l'être humain, quand il dort, il rentre dans des phases de sommeil paradoxal. Et en fait, le sommeil paradoxal, on appelle ça comme ça, moi je ne savais pas avant, parce que c'est à la fois les phases de sommeil les plus profonds, dans lesquelles le cerveau est très actif. Et c'est des phases dans lesquelles on rêve. Et ils ont démontré, je poursuis très rapidement avec cette démonstration, parce que ça me semble vraiment passionnant, ils ont démontré que le fœtus, à partir de 10 semaines, il commence à rêver. Et dans ces phases de rêve, on le voit faire des choses un peu bizarres, notamment ils ont mesuré que on pouvait voir la poitrine qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc l'idée derrière, c'est qu'évidemment, quand on est dans le ventre de notre maman, on n'a pas besoin de respirer. En revanche, dès qu'on est sorti du ventre de notre maman, il a fallu qu'on ait, entre guillemets, préprogrammé la respiration. Et donc la théorie, c'est que dans ces phases de sommeil paradoxal, le cerveau se préprogramme quand on est un fœtus, et puis au cours de la vie, il se reprogramme. Donc on va intégrer les apprentissages de la journée dans notre sommeil et dans nos rêves. Et le chapitre suivant de ce livre nous explique que l'hypnose, en fait, c'est un état de veille paradoxal. Ce serait l'équivalent à la veille de ce que le sommeil paradoxal est au sommeil, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un état de reprogrammation, mais sauf qu'au lieu de passer par le sommeil, on passe par la veille. Donc en fait, en hypnose, on va être très éveillé paradoxalement. Et enfin, donc en plus de cette hypnose générale qui est un peu notre personnalité, nos conditionnements, cette hypnose, un état qui permet de se reprogrammer, de se mettre à jour, l'hypnose ou l'auto-hypnose, c'est aussi des techniques qui vont permettre de créer cet état pour se mettre à jour. Et donc, en ce sens, oui, je pratique l'auto-hypnose au quotidien puisque j'ai ma personnalité, j'ai mes habitudes. Parfois, j'utilise des techniques pour me mettre dans des états particuliers, pour pouvoir effectivement mieux fonctionner quand j'ai un problème ou quand j'ai une difficulté, pour pouvoir la dépasser ou pour pouvoir me préparer, me mettre dans un état d'esprit optimal, pour pouvoir effectivement mieux fonctionner. Et si je reprends un petit peu de hauteur, je dirais que au fond, moi, l'auto-hypnose, c'est un peu devenu ma relation à moi-même. Au-delà de la technique, en fait, c'est un peu la relation que j'entretiens avec moi-même qui s'est améliorée depuis que j'ai découvert ces techniques et découvert, entre guillemets, cette réalité. Donc j'ai répondu de manière un peu peut-être complexe, en tout cas la plus précise possible. J'espère que c'était assez clair. S'il y a besoin de Aussi. clarifier, je serais ravi de le faire. C'était très clair et très intéressant et enfin, pratiquement vous arrivez à vous mettre en transe très facilement en l'espace de, quelques minutes et ensuite vous arrivez à vous reprogrammer, c'est ça?
Oui, alors je dirais même quelques secondes, hein, ça peut même être Mmh. instantané, puisque la capacité à changer d'état de conscience peut être très rapide, hein. Vous savez, quand on a une émotion, ça prend pas quelques minutes à nous décaler notre état de conscience, puisque finalement, quand on est en colère, on fait des choses qu'on voudrait pas faire, et puis après, quand on sort de cette émotion, c'est comme si on sort de l'hypnose de la colère. Et là, on atterrit un peu, ou inversement, pour une émotion positive, quand on est amoureux, pareil, ça vient très rapidement, cette émotion, et puis ça nous met dans une transe d'amoureux où on voit pas les défauts de l'autre. Et puis on Mmh. espère qu'on ait développé une relation suffisamment solide pour quand on sort de la transe de l'amoureux, on puisse développer une relation d'amour plus réaliste en fait, qui voit l'autre tel qu'il est. Donc effectivement, avec l'habitude, finalement, rentrer en hypnose devient quelque chose qui peut être très très rapide. Et puis c'est presque sortir d'hypnose qui prend plus de temps. D'accord. Après, pour pouvoir changer, pour pouvoir se programmer, on n'a pas nécessairement besoin de rentrer dans une hypnose profonde. C'est un peu ce que je voulais dire quand je parlais de cette relation à moi-même. Personnellement, j'ai l'impression d'être en relation avec mon inconscient de manière plus directe et de ne pas avoir besoin de faire de l'hypnose profonde pour pouvoir me reprogrammer. D'accord. Même si ça peut être utile parfois. Je renvoie les auditeurs à une vidéo sur YouTube qui s'appelle One Moment Meditation. Et c'est une vidéo qui parle de méditation. Et ils expliquent que dans beaucoup de pratiques de méditation, on apprend à méditer sur de longues périodes de temps pour entraîner l'esprit à justement s'habituer à un état méditatif. Et encore une fois, moi j'ai fait un stage Vipassana, j'en ai même fait plusieurs, je pense que c'est très intéressant. Et je pense que la contraposée de cette vidéo est intéressante. Eux, ils nous proposent de faire des méditations d'une minute. Mmh. Et le but, ils expliquent, c'est de réduire cette minute pour en arriver à des moments, des instants de méditation. Et effectivement, on peut tout à fait être en relation avec soi-même en un instant. Donc l'idée, ça va être aussi de développer des outils d'auto-hypnose ou une relation à soi-même d'auto-hypnose qui puisse être vraiment, je dirais, ancrée dans la vie. Avoir le moins besoin possible de sortir de la vie, comme si on pourrait faire des parenthèses ou des bulles d'auto-hypnose pour se reprogrammer, et c'est très bien, pour pouvoir mieux rentrer dans la vie ensuite. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis dans une démarche où plus je reste dans la vie, mieux je me porte, entre guillemets. Donc voilà, on a un peu les deux facettes, soit de l'hypnose qui déconnecte pour se reprogrammer, faire Oui. une bulle pour pouvoir redémarrer, soit une hypnose qui reste connectée et qui reste effectivement dans le flux de la vie. D'accord, et acquérir toutes ces compétences, ça vous a pris un moment? Enfin, vous parliez de votre rencontre dans un bar où l'hypnose a été une révélation, mais après, vous avez longtemps pratiqué pour pouvoir switcher comme ça d'un état à l'autre? Oui, oui et non, pour la même raison que ce que je vous expliquais précédemment, à savoir la première définition de l'auto-hypnose, à savoir, nos habitudes, nos automatismes, nos conditionnements. Donc en fait, on sait tous déjà, par exemple, s'endormir le soir, et quand Mmh. on s'endort le soir, on passe d'un état de conscience, on va dire plutôt habituel, à un autre état de conscience, qui est une forme d'inconscience puisque c'est le sommeil. Sauf que c'est pas tout à fait juste parce que dans le sommeil, comme on le disait, il y a plusieurs états, et il y a des états de sommeil dans lesquels on vit des expériences où on est conscient. Et donc en fait, changer d'état de conscience, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. Quand on se réveille le matin, on passe du sommeil au réveil, et puis après, peut-être que dans les transports, on est dans un état de conscience un peu particulier. Si on conduit sa voiture, ça se fait tout seul. Dans le métro, on peut avoir tendance à avoir un peu tendance à décrocher. Après, on travaille, on est concentré. Après, on a faim, on peut avoir moins d'attention, moins d'énergie. Ensuite, on mange, alors ça peut être un état de conscience ou un autre suivant les gens. Parfois, les gens mangent de manière inconsciente, très automatique, et puis ensuite on digère. Et quand on digère, parfois on a moins d'énergie, on somnole un peu. Donc voilà, cette capacité naturelle à changer d'état de conscience, moi je l'ai vraiment retrouvée quand j'ai découvert l'hypnose, et j'ai eu l'impression de tomber sur une explication ou comme une espèce de manuel de mon cerveau. Et donc en ce sens, j'ai eu l'impression de à la fois me retrouver dans les choses que je fais naturellement plutôt bien, les Mmh. choses pour lesquelles je suis plutôt doué. Je fais, ah tiens, ça ressemble à de l'hypnose, en fait, de l'hypnose positive. Et inversement, j'ai eu l'impression aussi de me retrouver dans mes problèmes. C'est-à-dire que mes problèmes, ça ressemble à une espèce d'hypnose négative, comme si il y a quelque chose en moi qui prend le contrôle, je me mets à subir mes émotions ou mes sensations ou mes pensées. Et donc je suis comme dans une hypnose négative. Et donc en ce sens, le sentiment que, en tout cas pour moi, ça a vraiment été cette révélation, que mes automatismes, c'est déjà de l'hypnose. Et donc quand j'ai compris ça, ça a été très rapide pour intégrer cette réalité-là. Après, la pratique de l'hypnose, bah, ça peut prendre du temps, c'est un apprentissage. Moi, j'ai découvert en juillet 2011, j'ai compris ce que c'était que l'hypnose. Je suis parti en voyage en mars 2012 et je suis rentré me former.
en mars 2013. Donc j'ai quasiment pratiqué en autodidacte pendant 2 ans avant de faire ma formation. Et depuis, comme je suis quelqu'un d'un peu légèrement complètement passionné, et que la communication et la relation avec les autres, en fait, c'est au quotidien. On ne peut pas ne pas communiquer. Mhm. J'ai l'impression, depuis 2011, de m'entraîner quotidiennement à faire ça, que ce soit avec moi ou avec les autres. Et donc, en ce sens, je pense que j'ai automatisé beaucoup d'auto-hypnose euh, de manière voilà, un peu inconsciente, automatique. Euh, mais si je reprends un peu de recul et que je synthétise ce que j'ai essayé de formuler là, je pense que ça peut être très rapide parce que c'est déjà quelque chose qu'on a à l'intérieur, un peu comme vous savez, il y avait une puce pour ordinateur qui faisait une pub avec leur marque Inside. Je pense qu'on est tous un peu hypnose inside et que quand on découvre l'hypnose, on se redécouvre ou on redécouvre des capacités qu'on a. Et puis après, effectivement, ça dépend des gens et de leur manière d'apprendre. Ça peut être plus ou moins rapide, je dirais, d'acquérir les techniques qui vont permettre de redécouvrir ce qu'on sait déjà faire. D'accord. Et vous parliez aussi de manuels du cerveau que vous avez eu l'impression de découvrir. J'ai vu que vous étiez aussi spécialisé dans l'apprentissage des langues sous hypnose. Oui. C'est quelque chose que vous aimez faire découvrir aux gens? Bah, ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Alors, peut-être parce que c'est une sensibilité personnelle. Moi, c'est vrai que j'ai un cerveau dont je constate qu'il est plutôt doué avec les langues. J'apprends plutôt facilement et je mémorise plutôt facilement les langues, ce qui n'est pas le cas de tous les sujets. Il y a des sujets pour lesquels ma mémoire est moins affûtée ou moins designée, je dirais. Et Mhm. c'est vrai que c'est très touchant. Euh, En fait, l'apprentissage des langues sous hypnose, c'est un petit peu faux. Ce qui marche vraiment très bien, c'est le déblocage des langues sous hypnose. C'est-à-dire quand les gens ont appris, quand les gens ont passé du temps en primaire, au collège, au lycée, parfois dans des voyages, quand il y a eu beaucoup de pratiques, mais que pour différentes raisons, il y a des blocages. Souvent, c'est des blocages liés à des croyances de bah, je suis nul en langue, j'ai un mauvais accent, je vais être ridicule, je vais pas me faire comprendre, etc. Et en fait, cette espèce d'auto-hypnose négative par rapport à la langue qui nous limite, si jamais vous croyez que vous êtes nul en langue, ben en fait, vous n'allez rien faire qui va vous permettre de vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas essayer de parler, vous n'allez pas regarder des séries ou des films dans la langue, vous n'allez pas lire des livres dans la langue, vous n'allez pas aller parler à des gens, des touristes dans la rue. Et du coup, vous n'allez pas vivre toutes les expériences qui pourraient vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, bah, peut-être que vous pouvez être bon en langue. Et donc, en fait, là où on a des résultats vraiment spectaculaires, c'est quand les gens ont des capacités, ce qui est quand même le cas de la plupart des gens qui sont allés à l'école, mais les ont, entre guillemets, enfouis sous une couche de croyance qui fait qu'on n'accéderait pas à ces capacités-là. Après, j'ai aussi accompagné des gens qui étaient vraiment beaucoup plus novices, qui avaient peu appris. Et donc là, l'idée, ça va être plus bon, évidemment, de travailler sur toutes ces croyances, parce qu'en général, si les gens n'ont pas appris, c'est parce qu'à la base, il y avait des blocages à l'intérieur. Donc, si on ne fait pas sauter ces blocages, entre guillemets, on travaille dans le vide, quoi. En complément de ça, effectivement, travailler en hypnose pour se mettre dans des états optimaux, pas très beau comme mot, les meilleurs états possibles pour apprendre la langue, donc des états de concentration, des états de plaisir, de joie, un sens du jeu, de la découverte, en fait se remettre un peu dans un état d'apprentissage tel que les enfants qui apprennent. La vie nous a doté du meilleur mécanisme d'apprentissage que le système scolaire derrière a un petit peu déconstruit, à savoir le jeu. Se sentir bien, se sentir curieux, faire des choses qui nous plaisent. Et donc, effectivement, les gens peuvent se redécouvrir du plaisir à apprendre. Et quand on a du plaisir à apprendre, le cerveau libère des endorphines. Et les endorphines, elles renforcent les nouvelles connexions neuronales. Et donc, effectivement, les gens se surprennent parfois à avoir de l'anglais qui vient tout seul, à penser en anglais, à avoir envie d'aller parler à des étrangers dans la rue ou faire des rêves en anglais. Et je parle de l'anglais parce que c'est vrai que les gens viennent me voir principalement pour l'anglais aujourd'hui, notamment dans le contexte professionnel où c'est la langue qu'on a vraiment besoin de développer. D'accord. Et vous avez d'autres projets d'expérience hypnotique à nouveau en dehors du yoga, du champagne? Ben, je suis surtout en train de développer, peut-être sous une forme de franchise, mais le mot, non, c'est pas une franchise, c'est plutôt une spécificité de dégustation sous hypnose. Donc l'idée, ça va être effectivement pour l'instant de déployer à d'autres produits
ce processus de dégustation en hypnose. Et donc là, je suis en contact avec des gens qui font des cocktails, puisque les cocktails ont là aussi une richesse qui va permettre de pouvoir effectivement avoir une vraie curiosité par rapport à ce qu'on déguste. Ça va être le cas également pour des alcools forts. Euh, que ce soit des whiskies ou des rhums notamment. Voilà, je suis en train de développer des partenariats là-dessus. Je suis en contact avec une personne qui est spécialiste du chocolat. Donc voilà, pouvoir déguster le chocolat sous hypnose pour pouvoir l'apprécier différemment. Il y a des possibilités sur le fromage, il y a même des possibilités sur des dîners, peut-être des dîners naturaux ou des dîners véganes, avec une perspective là aussi de non seulement de passer un bon moment et de savourer particulièrement des bons produits, et aussi de faciliter, je dirais, la reprogrammation de son rapport à l'alimentation. Donc là, avec une dimension un peu thérapeutique, peut-être pour des gens qui ont un rapport à l'alimentation qui mériterait d'être mis à jour. Et voilà où j'en suis à peu près en ce moment, mais vous voyez que ça continue de fleurir et de germer un peu dans tous les sens. Donc voilà, je reste très ouvert. Si ce podcast inspire des gens pour des partenariats, je pense qu'ils pourront trouver mon contact et je serai ravi de pouvoir continuer d'explorer et d'avancer, parce que c'est vrai que euh, comme la communication est partout. Là, en ce moment, en Clairvy, on est en train de communiquer, vous et moi, et puis les gens qui nous écoutent sont en train de recevoir ces vibrations sonores, qui sont que du bruit. Si on ne parlait pas français, ce qu'on est en train de se faire là n'aurait aucun sens. Mais comme on a automatisé le français, on a une espèce d'auto-hypnose qui nous fait que les vibrations sont automatiquement transmises du tympan au cerveau, et ça a du sens pour nous. Donc là, on est en train de communiquer ensemble, et pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train d'échanger entre nous, il faut qu'il y ait une communication à l'intérieur de nous. Il faut que ces mots, ils vous parlent, il faut que peut-être certains de ces mots vous touchent, qu'il y ait des images qui vous viennent, que tout ça puisse prendre sens pour vous. Et donc, en fait, cette vision de la communication, à la fois entre nous et à l'intérieur de chacun de nous, pour moi, est essentielle. En fait, elle est, je dirais, constitutive de notre réalité à tous, au quotidien, tout le temps, quelque part. C'est très rare les moments où on n'est pas en train de communiquer. Et l'hypnose est en train de nous donner un modèle aujourd'hui. Pour moi, le meilleur modèle que j'ai trouvé, il y en a peut-être d'autres évidemment, mais le meilleur modèle que j'ai trouvé de cette communication. Et donc en ce sens, c'est vrai qu'il y a des possibilités de déploiement de cet outil et de ces grilles de lecture qui sont très importants. Donc pour moi, c'est une joie d'être à cette époque où l'hypnose regagne un peu ou redore ses lettres de noblesse, notamment en étant utilisée à l'hôpital, en complément d'anesthésie et ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai commencé l'hypnose il y a 8 ans et aujourd'hui, la posture de la société était très différente, quoi. Les gens, ils étaient très méfiants, ils se fermaient les yeux, ils me disaient attendez, je ne veux pas vous regarder. Aujourd'hui, quand j'en parle, tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose, ou les gens ont vu des reportages sur l'hypnose à l'hôpital et ce genre de choses. Donc on sort un peu de l'époque du passé sulfureux pour rentrer dans une époque un peu plus moderne de connaissances et de véritables recherches. Donc voilà, nul doute qu'il y aura encore plein de projets intéressants d'explorer comment ces techniques et ces compréhensions de la communication interpersonnelle et intrapersonnelle vont permettre aux gens je dirais, d'être encore plus heureux et plus efficaces dans leur vie. En tout cas, c'est des projets qui donnent envie. Si j'ai réussi à donner un peu envie, en tout cas à donner un peu de clarté sur ce que c'est que l'hypnose, à porter un discours qui soit à la fois voilà, clair et puis un peu démystifiant, mais qui reste un peu enthousiasmant. C'est vrai qu'au début de ma pratique, j'étais très dans une pratique un peu technique de l'hypnose, et c'est très bien d'avoir le côté technique. J'en reviens aussi parce que, in fine, et je crois que ça peut être une belle manière de finir cette interview, au-delà de la technique, moi, ce que l'hypnose m'a vraiment permis, c'est de rentrer en relation beaucoup plus profondément avec les gens. Et j'ai l'impression qu'avant ça, dans ma construction, moi, j'étais peut-être un petit peu content de moi, et avec le recul, je me vois comme si j'étais un peu dans ma bulle et pas très curieux des autres. Et c'est comme si les gens étaient des livres. Avant, je crois que je me contentais de lire le titre ou de lire la quatrième de couverture, et puis je pense que j'avais l'impression de savoir ce qui se passait dedans. Et j'ai l'impression que c'est comme si l'hypnose, ce serait la grammaire qui tient l'histoire ensemble à l'intérieur des livres. Et donc en apprenant l'hypnose, en apprenant la grammaire, j'ai été un peu forcé d'ouvrir les livres. Et en ouvrant les livres, je me suis rendu compte qu'il y avait des super histoires, en fait, qu'il y a une richesse à l'intérieur de chaque être humain, que avant je comprenais peut-être intellectuellement, mais ça me parlait pas trop. Et en fait là, je l'ai vraiment vécu.
Et aujourd'hui, au quotidien, quand je reçois des gens en cabinet ou quand je fais des formations en entreprise, c'est un peu plus vrai que... Mais non, c'est dans les dégustations, c'est vrai aussi, quand je guide ce genre d'expérience. euh, Moi, je propose des choses et c'est les gens qui vont, comme on pourrait utiliser un bon livre ou utiliser un bon film pour créer une vraie expérience émotionnelle forte à l'intérieur, c'est les gens qui utilisent ce que je leur propose pour créer une belle expérience à l'intérieur. Et du coup, au-delà de la technique, moi, ma plus grande reconnaissance et ma plus grande gratitude, c'est que ça a fait de moi un être humain euh, plus curieux des autres, plus ouvert. Et donc, bien au-delà de la technique, ça m'a permis d'avoir des relations humaines beaucoup plus profondes et beaucoup plus sincères, beaucoup plus riches que ma petite mégalomanie d'adolescent que j'avais à l'époque. Donc voilà, si j'ai réussi à transmettre un peu de ça aujourd'hui à travers cette interview, j'en suis ravi. Et puis si effectivement ça donne envie aux gens de mieux connaître l'hypnose et d'imaginer des possibilités d'appliquer cette méthode, cette méthodologie, ce manuel du cerveau pour avoir de meilleures relations interpersonnelles et puis pour avoir de meilleures relations avec soi-même, je crois qu'on aura vécu un moment utile ensemble. D'accord, bah merci beaucoup pour cette belle présentation de l'hypnose avec toutes ces belles images. Et si les gens veulent vous joindre, vous avez un site internet que vous pouvez donner? Tout à fait. Donc mon site principal c'est votrehypnose-paris.com. Donc ça c'est un peu mon site de thérapeute. On est surtout présent pour le yoga sous hypnose et le vin sous hypnose sur Facebook. Donc vous pouvez nous trouver en cherchant yoga sous hypnose et vin sous hypnose. Et puis je suis actuellement en train de me restructurer pour mon activité en entreprise. Donc si jamais il y a des RH ou des gens en entreprise qui sont intéressés à appliquer ces techniques de communication dans des environnements professionnels, je les invite à peut-être à me trouver via les sites que j'ai indiqués ou plus directement en recherchant Adrien Moulard sur Google. Aujourd'hui, on trouve pas mal d'infos. D'accord, de toute façon, on mettra toutes les notes dans la page du podcast. Bah, merci beaucoup, Adrien, pour cet entretien. Puis, bah, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup Clairvy pour cette opportunité, pour ce beau moment partagé. Très belle journée à vous aussi et puis au plaisir de continuer d'échanger, de nous enrichir. Un grand merci à Adrien pour cette conversation. Vous retrouverez toutes les notes relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à partager autour de vous. Merci, à bientôt.